Europe 1. 16h-18h, Historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël. le récit. Sur cette fuite du roi Louis XVI et de sa famille à Varennes, tout ou presque a été dit. L'évasion en pleine nuit, les costumes, l'arrestation, le retour sur les huées à Paris. Mais ces 36 heures de cavale ont également fait l'objet de nombreuses affabulations. Revivons ensemble cette folle échappée qui a changé à jamais l'histoire de France. Pourquoi Louis XVI décide-t-il de quitter le palais des Tuileries en pleine nuit le 20 juin 1791 ? Parce qu'il a Assurément. Non, le roi n'a pas pris cette décision sur un coup de tête. À cette époque, elle est encore bien vissée sur le tronc. Non, mais le monarque français a signé à résidence au palais des Tuileries avec sa famille depuis octobre 1789, ne supporte plus de se voir chaque jour un peu plus dépossédé du pouvoir. Création de l'Assemblée nationale, prise de la Bastille, suppression des privilèges, les députés lui ont refusé surtout son droit de veto absolu, mais surtout, le 18 avril 1791, Louis XVI considère qu'un affront vient de lui être fait. Alors qu'il souhaite passer les fêtes de Pâques dans son château de Saint-Cloud, une foule immense s'y oppose et empêche le carrosse de sortir. Pour Louis XVI, c'en est trop. Il faut quitter Paris qui n'est plus une ville sûre pour lui et ses proches et surtout, il s'y sent prisonnier. Mais quitter la capitale quand on est le roi de France n'est pas chose aisée. Cela fait plusieurs mois que la reine Marie-Antoinette et son favori, le comte suédois Axel de Fersen, échafaudent le plan. L'objectif de la reine est que la famille rejoigne les Pays-Bas autrichiens dont l'empereur n'est autre que son frère Léopold II. Louis XVI, fort de ce soutien, reviendrait éteindre cette révolution et rétablir son pouvoir. Mais le roi, comme toujours, est d'un avis moins tranché. Il ne connaît pas les plans de la reine. Il veut avant tout quitter Paris et les députés jacobins surexcités et sanguinaires. Son point de chute, lui, c'est Montmédy, à 240 km à l'est, une place forte où il sera en sécurité et pourra réfléchir à son avenir à la tête du royaume. En juin 1791, le stratagème est finalisé et seuls quelques proches sont informés de ce projet fou. Car le plus dangereux dans cette évasion, c'est pas de traverser la France, mais bien de parvenir à s'échapper du palais des Tuileries. Ici, plus de 2000 personnes gravitent chaque jour, domestiques, personnel administratif et surtout les gardes nationaux. Sous l'autorité du marquis de Lafayette, ils sont chargés de surveiller les moindres faits et gestes des membres de la famille royale. Mais le roi, la reine et le comte de Fersen ont pensé à tout. Ils ont repéré les passages secrets, les couloirs dérobés derrière les boiseries pour échapper à leur geôlier. Chaque fugitif endossera un costume pour ne pas être connu. Ainsi, le soir du 20 juin 1791, la gouvernante et les deux enfants royaux s'engouffrent dans un fiacre dont le cocher n'est autre qu'Axel de Fersen, le fameux. Puis, la sœur du roi, Madame Élisabeth, les rejoint. Une heure plus tard, Louis XVI s'infiltre à son tour dans la voiture. Il a été retenu par Bailly et Lafayette. La dernière fugitive, la reine, arrive enfin, essoufflée après s'être perdue dans les couloirs. Le convoi accuse déjà 1 heure de retard sur le programme, mais ses passagers ont réussi l'impensable, échapper à la surveillance des gardes et s'évader de leur prison dorée. Pour le moment, les fuyards sont loin d'être en sécurité. Il leur faut sortir de Paris au plus vite. À la porte Saint-Martin, avec 2 heures de retard, ils passent de leur fiacre à une berline de luxe sans même poser le pied à terre. La voiture, qui a coûté la bagatelle de 6000 livres, une fortune qu'aurait payée Axel de Fersen, est extrêmement luxueuse. Intérieur en cuir et taffetas, compartiment à bagages, service à pique-nique, casier à bouteilles, pot de chambre sous une housse en cuir. Rien ne manque pour le voyage. Rien que ça, c'est une faute professionnelle, Stéphane. Il fallait une petite carriole, quelque chose de discret. C'est une bêtise de la part de Fersen, mais il veut toujours en faire trop, celui-là. Abondi, Axel de Fersen, comme prévu, les quitte. Ils doivent le retrouver à leur destination finale, Montmédy. À Claye, le cortège retrouve 2 gouvernantes, parties quelques heures plus tôt. Enfin éloignés de Paris, les 11 passagers répartis dans 2 voitures se détendent un peu. Les femmes relèvent leurs voilettes de leur chapeau, le roi consulte ses cartes géographiques, on pique-nique sans fourchette ni assiette, du veau froid, des quignons, du vin. On croirait presque à une escapade de famille le temps d'un week-end, voyez. Mais le temps presse. Il est 7 heures et aux Tuileries, l'évasion est découverte. Le marquis de Lafayette est hors de lui. Il signe l'ordre de retrouver le roi et d'arrêter tout membre de la famille royale voulant sortir du royaume. 10 écuyers sont envoyés à leur recherche. La course-poursuite s'engage. Le cortège progresse lentement. Il parcourt en moyenne 11 km par heure. Et la malchance s'acharne. Vers Étoges, une roue se casse. La réparer prend 45 minutes. Ils n'ont qu'un objectif. Arriver au plus vite à Pont-de-Sommevel.
C'est ici qu'ils doivent retrouver Monsieur de Choiseul, colonel du régiment de 175 dragons. Ces militaires à cheval qui combattent à pied et sont censés escorter le roi en cas de menace. Mon petit doigt me dit que ce monsieur de Choiseul et ses dragons vont faire faux bond à nos fugitifs. Alors, pas de désertion, Mathieu, mais un léger quiproquo sur le timing, vous allez voir. Europe 1, 16h-18h, Historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël. le récit. Courage, fuyons, c'est le thème de notre émission. Stéphane nous raconte l'invraisemblable fuite en pleine nuit du roi Louis XVI et de sa famille en direction de Montmédy, à la frontière de l'actuelle Belgique. Alors à Paris, leur évasion a été constatée. Des écuyers sont partis au galop pour tenter de mettre la main sur le cortège. Bon, et du côté du roi et de sa famille, ils commencent à avoir de sérieux doutes sur la réussite de leur évasion. Une fois arrivé à Pont-de-Sommeil, le cortège ne rencontre ni Monsieur de Choiseul, ni les soldats tant espérés. Choiseul, ne voyant pas la berline, a fait disperser ses troupes. Il faut dire que le roi et sa famille accusent un retard de 4 heures sur le programme. Pire, il a demandé à Léonard, le coiffeur officiel de Marie-Antoinette, dont la reine avait exigé la présence dans cette évasion, d'aller prévenir les détachements suivants. Tous vont obtempérer et ne pas attendre le convoi royal. Plus leur voyage avance, plus les fugitifs sont pris d'angoisse. Ils étaient, selon la gouvernante, Madame de Tourzel, je la cite, en proie à une violente agitation. À Saint-Menehould, c'est le tournant de cette incroyable évasion. La légende raconte que c'est dans cette ville que le roi Louis XVI a tenu à s'arrêter pour déguster l'un de ses plats favoris, spécialité de la région, des pieds de porc panés cuits avec du vin blanc et des oignons. Cette gourmandise royale aurait participé, là encore, au retard pris par le cortège. Mais l'histoire raconte surtout que le maître de poste, Jean-Baptiste Drouet, 28 ans, aurait reconnu le roi grâce ou un assignat, mais j'en doute, c'est plutôt un louis, peut-être une pièce, bref. Ces nouveaux billets, je parle des assignats mis en circulation, où figurait la tête gravée de Louis XVI. Quoi qu'il en soit, il comprend que ce cortège ne transporte pas des voyageurs comme les autres et prévient le conseil municipal. Les conseillers lui demandent de partir à la poursuite du potentiel roi déserteur. Le soir même, alors que le cortège entre dans la ville de Varennes, Drouet et quelques hommes arrêtent le cortège. Terminus, tout le monde descend. Ils demandent aux passagers leur passeport. Les papiers semblent en règle. Le roi avait fait en sorte de délivrer de faux documents au nom d'une baronne allemande, Madame de Korff, en partance pour Francfort. Drouet, pour gagner du temps, argue que les documents ne sont pas valables, car ils ne contiennent pas la signature du président de l'Assemblée. En attendant de les vérifier, les passagers sont emmenés chez le procureur de la commune, et épicier au passage, Monsieur Sauce, ça ne s'invente pas. Pour confondre le roi, le notable a une idée. Il va chercher le juge d'Este qui s'est marié à Versailles et connaît donc bien le visage de Louis XVI. En entrant dans la chambre où la famille royale est confinée, ce dernier tombe à genoux et s'écrie « Ah, sire !» Louis XVI ne peut plus mentir. Il dévoile sa vraie identité, mais jure qu'il n'est pas en fuite, il veut simplement rejoindre Montmédy, loin de l'agressivité parisienne. Les conseillers de la ville, convaincus, sont prêts à l'escorter dès le lendemain jusqu'à cette place forte. Mais entre-temps, Bayon, officier de la garde nationale, arrive et montre le décret de Lafayette. Louis XVI a échoué et prononce cette phrase restée dans l'histoire, « Il n'y a plus de roi en France ». Europe 1, Historiquement vôtre.